Bonjour à tous, maintenant que vous savez construire votre tableau des soldes, nous allons apprendre la signification des différents soldes intermédiaires de gestion qui figurent dans le tableau. Le premier solde qui apparaît dans un tableau des soldes, c'est la marge commerciale. La marge commerciale se calcule en faisant la différence entre les ventes de marchandises et le coût d'achat des marchandises vendues. Lui-même est obtenu en faisant l'addition des achats de marchandises et de la variation de stock de marchandises. C'est un solde en fait qui s'adresse aux entreprises commerciales, c'est-à-dire les entreprises qui ont une activité de négoce. Elles achètent et elles revendent des marchandises en l'état sans les avoir transformées. Donc c'est particulièrement important d'avoir cet indicateur, notamment dans le secteur de la grande distribution. De fait, les entreprises qui ont une activité exclusivement industrielle ou de service auront donc une marge commerciale qui sera nulle, et ce n'est pas pour autant que vous direz que l'analyse est mauvaise. Non, c'est juste qu'il n'y a pas d'activité commerciale et ça arrive dans certaines entreprises. Pour analyser votre indicateur de marge commerciale, vous allez surtout regarder son évolution sur plusieurs années. Donc c'est le taux de croissance de la marge commerciale qui vous intéresse plus que le montant de la marge commerciale. Pour analyser plus précisément cette évolution, vous allez comparer le taux de croissance de la marge commerciale avec le taux de croissance des ventes de marchandises. Logiquement, si les ventes de marchandises augmentent de 10%, alors cela veut dire que la marge commerciale devrait elle aussi augmenter de 10%. Si elle augmente de moins de 10%, cela veut dire que le coût d'achat a alors progressé plus vite que les ventes. Et ça, c'est un problème. Ça montre qu'en fait, on a mal maîtrisé nos achats. Inversement, si vous avez un taux de croissance de la marge commerciale qui est plus important que le taux de croissance des ventes, ça veut dire au contraire que vous avez bien maîtrisé vos achats. Ce type de raisonnement marche aussi à la baisse. Ensuite, il faudra, si vous le pouvez, comparer la marge commerciale avec les entreprises du même secteur d'activité. Et cette comparaison se fait généralement en calculant un taux de marge commerciale que l'on verra dans le prochain chapitre, puisque je vous présenterai toute la batterie de ratios que l'on peut calculer autour du tableau des soldes. Par exemple, on va analyser l'évolution de la marge commerciale de l'entreprise suivante. Donc je vous donne les ventes de marchandises, le coût d'achat des marchandises vendues. Je vais vous demander de me calculer la marge commerciale et également le taux de croissance des ventes, le taux de croissance du coût d'achat et le taux de croissance de la marge commerciale. Je vous laisse faire pause et faire vos calculs. Dans le cas présent, on se rend compte que la marge commerciale a progressé, elle est passée de 50 à 65. Donc on se dit chouette, la marge commerciale a progressé. Mais si vous regardez bien, quand vous comparez le taux de croissance de la marge avec le taux de croissance des ventes, la marge commerciale a progressé de 30%, alors même que les ventes ont progressé de 50%. Si la marge a progressé moins vite que les ventes, c'est qu'il y a un problème au niveau du coût d'achat. Et quand vous regardez le taux de croissance du coût d'achat, vous voyez le problème, c'est qu'ici, le coût d'achat a progressé bien plus vite que le taux de croissance des ventes, ce qui veut dire que l'entreprise a mal maîtrisé ses achats. En fait, elle a vendu plus, mais ce qu'elle a vendu, ça lui a coûté comparativement plus cher que l'année dernière. Et donc en fait, quand on regarde la marge commerciale, on se dit elle a progressé, mais quand vous allez calculer votre taux de marge, vous allez voir qu'en fait la performance de l'entreprise, performance commerciale de l'entreprise est en retrait. Pardon. On va donc noter le commentaire suivant. Dans l'exemple, la marge commerciale a progressé de 30% entre N-1 et N, mais moins rapidement que les ventes de marchandises, qui elles ont progressé de 50%. La progression trop rapide du coût d'achat des marchandises vendues est donc inquiétante. Je vous laisse maintenant calculer ce qu'on appelle le taux de marge commerciale, qui va permettre de mesurer de façon plus synthétique l'efficacité de la fonction commerciale. Pour cela, vous faites le rapport entre la marge commerciale et les ventes de marchandises. Faites pause et faites votre calcul. Vous avez dû trouver un taux de marge commerciale de 50% en N-1 et de 43,3% en N. Ce qui veut dire que ce taux de marge s'est dégradé. Il a baissé de 6,7 points. Je vous rappelle que quand il y a une variation entre deux pourcentages, on ne dit pas qu'il a baissé de 6,7%, mais de 6,7 points. Donc ça montre bien ici, quand vous regardez votre premier tableau, vous avez l'impression que la marge augmente, et c'est vrai, elle augmente en valeur, mais pour autant, l'efficacité de la fonction commerciale est moins bonne que l'année dernière. On passe maintenant au solde suivant qui correspond à la production de l'exercice. La production de l'exercice, c'est l'addition de la production vendue, autrement dit la somme des ventes de produits finis et des ventes de prestations de services, plus la production stockée qui peut être soit positive soit négative, c'est pour ça que c'est marqué plus production stockée ou déstockage de production, et dans ce cas-là, ça vient en soustraction, plus la production immobilisée qui, je vous le rappelle, correspond
à des immobilisations que l'entreprise se livre à elle-même. Donc ce solde concerne évidemment les entreprises qui réalisent soit une activité industrielle, soit une activité de prestation de services. On dit qu'ils cumulent les productions quelle que soit leur destination, que la production soit destinée à être vendue, à être stockée ou à être immobilisée pour le cas des livraisons à soi-même. Alors c'est un indicateur que l'on peut toutefois critiquer dans la mesure où il est hétérogène. En effet, la production vendue, pour la trouver, en fait, on fait la quantité vendue fois le prix de vente du marché. Alors que la production stockée et la production immobilisée, ce sont des éléments qui sont évalués au coût de production. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on peut le critiquer, parce qu'on n'évalue pas ces éléments selon la même référence. C'est un indicateur qui, toutefois, sert de référence pour ces entreprises industrielles et de services. Le solde suivant correspond à la valeur ajoutée, et c'est le premier solde qui est calculé en cascade. Pour l'obtenir, vous devez additionner votre production de l'exercice, plus votre marge commerciale, moins vos consommations de l'exercice en provenance des tiers, qui se calculent en additionnant les achats d'approvisionnement, donc les matières premières, les approvisionnements, la variation de stock qui y correspond et les charges externes de l'entreprise. Cette valeur ajoutée, vous avez dû apprendre en économie qu'elle mesure la richesse créée par l'entreprise au cours du processus de production, et elle mesure également sa contribution à l'économie du pays. En effet, au niveau macroéconomique, si vous faites référence à vos cours de comptabilité nationale, quand on additionne toutes les valeurs ajoutées des entreprises qui sont basées sur le territoire national, on obtient le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Le taux de croissance du PIB, c'est ce qui mesure la croissance économique dans un pays. On fait un petit peu d'économie en même temps que de la compta. La particularité de la valeur ajoutée, c'est qu'elle constitue de fait un bon estimateur du poids économique de l'entreprise. En fait, c'est un critère de taille qui est plus pertinent que le chiffre d'affaires pour pouvoir comparer les entreprises. Pour vous illustrer ça, je vais vous mettre un exemple sur la diapo suivante. Considérons deux entreprises qui sont spécialisées dans la vente de chaises en bois. On considère que ces deux entreprises ont exactement le même chiffre d'affaires, elles vendent exactement le même modèle de chaise, mais l'une des deux a une valeur ajoutée qui est 2 fois supérieure à la première. Alors à votre avis, comment est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez des idées? Comment expliquer que deux entreprises qui vendent exactement les mêmes chaises, la même quantité de chaises, le même chiffre d'affaires, ne réalisent pas la même valeur ajoutée? Eh bien en fait, vous avez une entreprise qui est commerciale, elle achète ses chaises et elle les revend, alors que l'autre a une activité industrielle. Elle achète des matières premières, elle va apporter de la valeur ajoutée à ces matières premières parce qu'elle va les transformer en chaises qu'elle va ensuite commercialiser. Donc celle qui est commerciale crée peu de valeur ajoutée, celle qui est industrielle crée plus de valeur ajoutée. Pour que l'entreprise industrielle crée encore plus de valeur ajoutée qu'elle ne le faisait dans la diapositive précédente, on peut imaginer qu'en fait elle achète carrément l'exploitation de bambou. Ça va lui permettre de maîtriser ses approvisionnements et donc ça montre en fait qu'elle va avoir une taille encore plus importante parce qu'elle va prendre son exploitation de bambou, elle va du coup transformer ce bambou en matière première pour fabriquer ses chaises et donc elle va avoir une taille encore plus importante. Donc là en fait ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait ce qu'on appelle de l'intégration verticale, c'est qu'elle a intégré en amont son fournisseur de matières premières. Comme ça elle maîtrise ses approvisionnements. On peut imaginer une entreprise d'une taille encore supérieure. Je vous ai parlé d'intégration verticale en amont où elle a acheté son exploitation de bambou. Mais en aval, elle peut également maîtriser la distribution de ses produits en créant sa propre chaîne de distribution de magasins. Donc en fait, la valeur ajoutée va permettre de mesurer la richesse créée par l'entreprise et son degré d'intégration verticale. Plus elle aura intégré les phases du processus de production en amont ou en aval, plus elle aura une valeur ajoutée importante. C'est pour ça que la valeur ajoutée est un meilleur indicateur que le chiffre d'affaires, puisque je vous le rappelle que dans mon exemple, les deux entreprises avaient le même chiffre d'affaires, donc on aurait pu penser qu'elles avaient la même taille, mais manifestement l'entreprise industrielle a une taille bien supérieure. On peut donc noter ici, il s'agit d'un critère de taille plus pertinent que le chiffre d'affaires pour comparer les entreprises, car cet indicateur permet de mesurer le degré d'intégration verticale de l'entreprise. Je vous ai expliqué ce que signifie le degré d'intégration verticale en dessous. Plus elle réalise des stades dans le processus de production, plus sa taille sera importante, plus sa valeur ajoutée sera forte, et inversement. Par exemple, si l'entreprise a recours à de la sous-traitance à certains stades de la production,
eh bien cela a pour conséquence d'augmenter les consommations externes et donc de réduire la valeur ajoutée de l'entreprise. Alors comment on fait maintenant pour analyser la valeur ajoutée au niveau du tableau des soldes? En fait, on se réfère plutôt à la notion économique de valeur ajoutée. Normalement, la valeur ajoutée, c'est chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. Donc en fait, on va regarder le taux de croissance de la valeur ajoutée et on va le comparer au niveau du taux de croissance du chiffre d'affaires. Si le taux de croissance de la valeur ajoutée progresse dans les mêmes proportions que le chiffre d'affaires, ça voudra dire que l'entreprise maîtrise bien ses consommations intermédiaires, donc parmi lesquelles il y a déjà les achats de marchandises qu'on avait déjà analysés, mais également les achats de matières premières. Inversement, si la valeur ajoutée progresse moins vite que le chiffre d'affaires, cela provient souvent d'une mauvaise maîtrise des consommations intermédiaires et on regardera de fait le taux de croissance de ces consommations pour appuyer notre raisonnement. Il est à noter que cette valeur ajoutée sera partagée entre différents bénéficiaires, ce que l'on mesurera avec des ratios complémentaires qu'on étudiera dans la partie suivante. On passe au solde suivant qui s'appelle l'EBE, excédent brut d'exploitation. L'EBE est obtenu à partir de la valeur ajoutée. On prend la valeur ajoutée, on y rajoute les subventions d'exploitation qui correspondent à des sommes qui sont versées par l'État aux entreprises pour les aider dans leur financement. Et on y enlève les impôts et taxes et les frais de personnel. Si cet indicateur est négatif, alors on parlera d'insuffisance brute d'exploitation. C'est un indicateur qui est très important pour mesurer la performance industrielle et commerciale de l'entreprise. Si vous regardez bien tous les éléments, tous les produits et charges que vous avez pris en compte pour le calculer, en fait, il va recenser l'ensemble des charges et des produits d'exploitation susceptibles de générer un mouvement de trésorerie. En effet, il ne contient que des produits encaissables et des charges décaissables. Qu'est-ce que c'est qu'un produit encaissable? Prenons une vente, c'est un compte de produits. On dit que la vente est encaissable, car cette vente va donner lieu à un paiement du client. Je n'ai pas dit encaissé, j'ai dit simplement encaissable. Parce qu'en fait, quand on vend à un client, on ne sait pas exactement à quelle date il va nous payer. Des fois, c'est un paiement comptant, mais des fois, on lui a accordé un petit peu plus de délai. Et puis des fois, il ne nous paiera pas du tout parce que ce sera un client qui aura des problèmes de paiement. De la même façon, toutes les charges qui ont été prises en compte dans le calcul de l'EBE sont des charges décaissables. Prenez par exemple les impôts et taxes. Les impôts et taxes, c'est décaissable car il faudra les payer à l'État. Les frais de personnel, c'est décaissable car il faudra les payer au personnel. A l'inverse, les dotations aux amortissements n'ont pas été prises en compte dans ce calcul. Les dotations aux amortissements, rappelez-vous, ce sont des charges non décaissables. Eh bien, ça ne fait pas partie de cet indicateur. Donc cet indicateur qui s'appelle l'EBE, on dit qu'il mesure la ressource potentielle qu'obtient l'entreprise du seul fait de ses opérations d'exploitation. Donc c'est de la trésorerie potentielle seulement, parce qu'il y a un délai entre le moment où vous vendez et le moment où vous encaissez, et il y a un délai entre le moment où vous achetez et le moment où vous payez. Le BE est un indicateur qui mesure bien la performance économique de l'entreprise car il n'est pas pollué ni par les décisions de l'entreprise en matière de financement, puisque à ce stade, les charges financières n'ont pas été prises en compte dans le calcul. Il n'est pas pollué non plus par les décisions d'investissement, puisque les dotations aux amortissements ne font pas partie du calcul de l'EBE. Et il n'est pas pollué non plus par les éléments à caractère exceptionnel, puisque les charges et produits exceptionnels interviennent plus tard au niveau des soldes. Donc le BE permet de bien faire des comparaisons entre entreprises, donc particulièrement au sein du même secteur. C'est un indicateur qui est très proche de ce qu'on appelle l'EBITDA. Alors désolé pour mon accent, hein. C'est un indicateur anglo-saxon qui veut dire Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Donc earning, hein, c'est ce qu'on a gagné avant de compter les intérêts, de compter les taxes, alors c'est l'impôt sur le bénéfice hein, qui est pris en compte ici, les dépréciations et les amortissements. Donc c'est un indicateur très utilisé par les analystes boursiers au niveau international. Pour analyser votre performance, donc pour analyser votre EBE, vous allez comparer le taux de croissance de l'EBE avec le taux de croissance de la valeur ajoutée. Si vous constatez que votre taux de croissance de l'EBE progresse moins vite que celui de la valeur ajoutée, cela peut provenir de 3 éléments. Premièrement, et c'est l'élément essentiel, il faut regarder l'évolution de vos charges de personnel. Si vos charges de personnel progressent trop vite par rapport à l'activité, alors elles sont mal maîtrisées et cela fait baisser votre performance. Cela peut également provenir d'une augmentation trop importante de la rubrique impôts et taxes. Si cette rubrique augmente plus vite que l'activité, alors votre EBE va s'en ressentir. Enfin, cela peut provenir d'une diminution des subventions d'exploitation. Il conviendra donc de calculer le taux de croissance de cette rubrique.
Pour confirmer l'analyse, on calculera un ratio qu'on découvrira un petit peu plus tard qui s'appelle le taux de marge brute d'exploitation. Comme tout à l'heure, on va faire une application pour bien comprendre. Donc ici, je vous ai mis dans un petit tableau le BE, les éléments pour calculer le BE d'une entreprise. Donc vous avez sa valeur ajoutée, le montant des subventions, le montant des impôts, le montant des charges de personnel. Je vais vous demander de calculer votre BE, de calculer le taux de croissance de la valeur ajoutée et celui de le BE, et d'essayer de réfléchir aux éventuels problèmes. Vous avez dû trouver un excédent brut d'exploitation qui passe de 500 à 300. Et au niveau des taux de croissance, vous remarquez que le taux de croissance de l'EBE diminue de 40%, alors que la valeur ajoutée, elle, baissait de 10%. Par ailleurs, je vous ai précisé que le chiffre d'affaires de cette entreprise avait diminué de 10%. Donc en fait, la valeur ajoutée avait diminué exactement dans les mêmes proportions que le chiffre d'affaires. Mais par contre, l'EBE diminue beaucoup plus rapidement que la valeur ajoutée et donc beaucoup plus rapidement que le chiffre d'affaires. C'est forcément qu'il y a un problème, soit au niveau des subventions, soit au niveau des impôts, soit au niveau des charges de personnel. Dans le cas présent, vous remarquez que le principal problème provient des charges de personnel. Vos charges de personnel, en fait, elles passent de 500 à 550. Donc vous avez ici des charges de personnel qui augmentent alors que l'activité diminue. Donc ça, c'est un vrai dérapage. Il y a un problème au niveau de votre masse salariale. Par ailleurs, vos impôts et taxes sont restés stables alors que l'entreprise a vu son chiffre d'affaires diminuer. C'est également un problème puisque si l'activité diminue, il aurait été opportun que les impôts et taxes diminuent également de 10%. Enfin, les subventions d'exploitation de l'entreprise sont passées de 200 à 150. Donc vous avez ici une entreprise qui a vu ses subventions diminuer de 25%, alors que l'activité, elle, ne diminuait que de 10%. C'est un troisième facteur qui pose problème ici à l'entreprise. Donc j'ai bien mis en évidence ici les éléments que je compare. Vous voyez que c'est le taux de croissance de la valeur ajoutée qui est comparé avec le taux de croissance de l'EBE. On va donc noter le commentaire suivant. La valeur ajoutée, comme l'activité, est en net recul, mais l'EBE se dégrade plus rapidement que la valeur ajoutée. Cela provient des subventions d'exploitation qui ont diminué plus rapidement que la valeur ajoutée et des charges de personnel qui ont augmenté alors que l'activité est en baisse. Je n'ai pas parlé des impôts parce que les impôts, c'est vrai qu'on ne peut pas trop agir dessus. Bon, les subventions, c'est aussi difficile de les renouveler année après année. Donc l'essentiel ici, c'est vraiment de parler des charges de personnel parce que c'est là-dessus que l'entreprise va pouvoir éventuellement agir pour l'année prochaine. Le solde suivant correspond au résultat d'exploitation et il est calculé à partir de l'EBE. On prend l'EBE, on y ajoute les reprises sur amortissement, dépréciation, provision et transfert de charges. On y ajoute les autres produits de gestion courante, c'est les comptes 75. Et on y enlève les dotations aux amortissements, dépréciation et provision et les autres charges de gestion courante, c'est les comptes 65. Donc lors de la construction du tableau des soldes, il s'agit ici de ce que j'ai appelé un checkpoint. Donc c'est un point de contrôle où vous vérifiez que le montant que vous trouvez dans le tableau des soldes est bien le même que le montant que vous aviez trouvé dans le compte de résultat. Pour analyser ce solde, vous allez toujours fonctionner en cascade, donc vous allez comparer le taux de croissance du résultat avec le taux de croissance de l'EBE. Si le taux de croissance du résultat est plus faible que celui de l'EBE, c'est qu'il y a un problème au niveau soit des reprises, des autres produits, des dotations ou des autres charges. Et la rubrique qui est la plus importante ici, c'est le montant des dotations aux amortissements, dépréciation et provision. Si cette rubrique a augmenté, si le montant des dotations a augmenté, cela peut vouloir dire que l'entreprise a des dotations aux amortissements qui augmentent, des dotations aux dépréciations qui augmentent ou des dotations aux provisions qui augmentent. En fait, on ne va pas analyser de la même façon selon que c'est des dotations aux amortissements, des dotations aux dépréciations ou des dotations aux provisions. En effet, les dotations aux amortissements, si elles augmentent, ça veut dire que l'entreprise a investi. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, puisque ça veut dire qu'elle a confiance en l'avenir. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, si vous constatez dans le détail des amortissements, dépréciations et provisions que c'est plutôt des dépréciations ou des provisions qui ont augmenté, là, c'est un petit peu plus inquiétant. Parce que les dotations aux dépréciations constituent, je vous le rappelle, des pertes probables. Ça peut être des pertes probables au niveau des clients douteux, au niveau de titres. Et puis les provisions, c'est des sorties de ressources probables, donc c'est quelque chose qui n'est pas très engageant non plus pour l'avenir. Donc en fait, vous regardez le détail et vous regardez si ça correspond plus à des dotations aux amortissements ou des dotations aux dépréciations et provisions et vous adaptez votre commentaire en conséquence.
Le solde suivant s'appelle le résultat courant avant impôt. Il correspond au résultat des opérations normales et habituelles de l'entreprise. On parle d'ailleurs de résultat reproductible, à la différence du résultat exceptionnel qui, lui, est qualifié de non reproductible. Il correspond en fait à l'addition du résultat d'exploitation et du résultat financier, puisque pour l'obtenir, vous prenez le résultat d'exploitation, vous y ajoutez les produits financiers, vous y enlevez les charges financières, et vous prenez en compte ce qu'on appelle les codes-parts de résultats sur opérations faites en commun, mais on ne les étudiera pas cette année. C'est un solde qu'on retrouve directement lorsque le compte de résultat est déjà présenté en liste, puisqu'on appelle ça un résultat partiel. La comparaison entre le résultat courant avant impôt et les résultats d'exploitation va délivrer de l'information sur l'importance du résultat financier de l'entreprise. Pour analyser le résultat courant avant impôt, vous comparez le taux de croissance du résultat courant avant impôt avec le taux de croissance du résultat d'exploitation. Si vous constatez que le taux de croissance du résultat courant avant impôt est plus faible que le taux de croissance du résultat d'exploitation, c'est qu'il va y avoir un problème au niveau des produits financiers ou des charges financières. Donc peut-être que les produits financiers n'auront pas varié dans les mêmes proportions que le résultat d'exploitation, et peut-être que les charges financières auront augmenté. Quand vous regardez l'évolution des charges financières, il va falloir prendre ça avec des pincettes. Normalement, lorsque les charges financières augmentent, ça veut dire que l'entreprise a emprunté. Mais est-ce que c'est forcément négatif que l'entreprise emprunte? Des fois, c'est normal. Si l'entreprise a fait des investissements, elle ne peut pas toujours complètement s'autofinancer, et donc il est logique qu'elle ait recours à l'emprunt. Donc en fait, on ne va pas interpréter ça forcément de façon négative. Si on constate que les dotations aux amortissements qui marquent que l'entreprise investit augmentent et que en même temps les charges financières augmentent, on va dire peut-être que l'entreprise a dû supporter plus de charges financières pour financer ses emprunts. Mais si vous constatez que les charges financières augmentent et que dans le même temps il n'y a aucune augmentation des dotations aux amortissements, eh bien là vous allez tirer un peu la sonnette d'alarme en disant que peut-être que l'entreprise fait face à des problèmes de trésorerie. Mais là il faudrait avoir le bilan pour en être certain. Le résultat suivant n'est pas calculé en cascade, il est calculé de façon isolée. C'est le résultat exceptionnel, on fait juste la différence entre les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles. Donc cela correspond au résultat des opérations qui ne sont pas répétitives dans l'entreprise. Ce n'est pas parce que cette année le résultat exceptionnel correspond à une perte que ça va se répéter d'année en année. Ce solde comprend en particulier les plus ou moins values de cession d'éléments d'actifs. Je vous rappelle que l'entreprise peut être amenée à céder certains de ses actifs, elle cède des immobilisations, elle cède des titres par exemple, des titres immobilisés. Et sur ce type de cession, elle peut réaliser soit des plus-values ou des moins-values, mais ces plus ou moins-values ont forcément un caractère exceptionnel. Quand vous avez vendu une machine, vous n'allez pas la revendre l'année prochaine. Donc ces cessions peuvent influencer fortement le résultat d'un exercice, à la hausse ou à la baisse. À la hausse si vous avez fait beaucoup de plus-values, et à la baisse si vous avez fait beaucoup de moins-values pendant l'exercice. Mais ça ne sera pas reproductible d'année en année. Enfin, vous obtenez le résultat net. On dit net parce qu'il est net d'impôt, donc qui est obtenu en faisant le résultat courant avant impôt plus le résultat exceptionnel moins la participation et l'impôt qui sont des éléments sur lesquels on ne peut pas agir. Lors de la construction du tableau des soldes, vous vérifierez que ce solde est bien le même que le résultat de l'exercice. Cela vous permet de vérifier que votre tableau des soldes est correct. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, on calcule un solde complémentaire qui s'appelle les plus ou moins values de cession d'éléments d'actifs. Donc ça se trouve à l'intérieur du résultat exceptionnel, donc ce sont des rubriques qu'on aura déjà prises en compte pour le calcul du résultat exceptionnel. Donc pour trouver les produits de cession d'éléments d'actifs, en fait, il faut se référer aux produits exceptionnels sur opération en capital. Et à l'intérieur de cette rubrique, vous trouverez un renvoi qui vous donnera le montant des produits de cession. Et pour trouver la valeur comptable des éléments d'actifs cédés, il s'agit de regarder la rubrique charges exceptionnelles sur opération en capital. Là aussi, dans votre compte de résultat, vous trouverez un renvoi qui vous donnera le montant de la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Voilà pour cette partie consacrée à la signification des soldes. Avant de passer à l'analyse du cas cristalline, je vais vous faire découvrir de nouveaux outils d'analyse du compte de résultat qui correspondent en fait au calcul de ratio et au calcul de la répartition de la valeur ajoutée. Une fois qu'on aura fait l'application cristalline au niveau de ces calculs, on pourra passer véritablement à l'analyse de la performance de l'entreprise cristalline.